Bonjour à toutes et à tous et merci surtout d'être là ce matin. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette 4e édition des petits déjeuners Generali. Alors, vous savez, pour celles et ceux qui ont l'habitude de ces rencontres, que nous réfléchissons aux grandes mutations économiques et sociales, notamment en se projetant à l'horizon 2025. L'ensemble s'appelle France 2025 pour essayer à la fois d'avoir les aspirations des Français et surtout l'avis des experts, des professionnels qui nourrissent d'idées et d'expériences en regard du monde de demain. Donc notre rencontre s'inscrit dans le sillage des réflexions précédentes qui ont été consacrées à l'environnement, à la santé, à la mobilité. Ce sont des rencontres Generali organisées en partenariat avec Via Voice, avec Radio Classique et soutenues par le centre prospectif GCF, Global Center for the Future. Alors, nous sommes ravis d'accueillir ce matin nos invités, qui ont des casquettes très différentes, qui vont nous permettre, on l'espère, d'avoir des points de vue eux-mêmes différents et de pouvoir dessiner des scénarios multiples sur les chemins que l'on peut prendre en matière de réinvention, d'adaptation, d'évolution du travail. Je salue d'abord Clément, alors sans aucun ordre de préséance, n'y voyez aucune préférence, mais je salue d'abord Clément Roucher, directeur associé de Greenworking. Je salue également Florence Covet, directrice des ressources humaines de Sanofi France. Sylvie Peretti, qui est à ma gauche et donc à votre droite, si vous êtes là organisé comme ça, qui s'occupe des relations humaines, directrice des relations humaines et de l'organisation de Generali. Et Stewart Shaw, qui est consultant Via Voice et qui a publié un livre qui s'appelle La Fracture et qui donne notamment les aspirations, qui explore les aspirations des jeunes depuis un certain temps, depuis les années 50, je crois, et donc il va pouvoir nous parler aussi des aspirations des jeunes en matière de travail. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet et de nos échanges, je crois que nous n'avons qu'une heure de délai imparti, donc il faut qu'on aille à l'essentiel malgré tout. Je voudrais vous livrer quelques enseignements principaux de l'étude d'opinion qui a été menée par Via Voice il y a quelques semaines et qui permettent de prendre le pouls des aspirations des Français et des personnes qui sont en activité professionnelle sur la manière dont ils se projettent pour leur travail, pour leur activité dans les années qui viennent. Encore une fois, ça permet d'illustrer ce va-et-vient entre à la fois les aspirations du grand public, des personnes en activité professionnelle en l'occurrence, et puis les regards des professionnels. Alors, d'un mot, ce qui est très frappant, c'est en premier lieu l'idée selon laquelle le séquençage de ce que l'on vit est un peu particulier. On pourrait considérer qu'on vient de vivre un événement extrêmement fort à travers la pandémie qui a déjà en grande partie rebattu les cartes en termes d'organisation du travail, en termes de réflexion sur le travail. Et l'un des enseignements majeurs, au contraire, est que pour la plupart des Français aujourd'hui, eh bien, beaucoup reste à faire. On a 51% des Français qui aspirent à un changement de l'organisation du travail dans les années qui viennent, d'ici 2025, 58 qui aspirent même à une réflexion et à une évolution, une mutation du rapport au travail, de la place du travail dans leur vie. Donc on voit bien que beaucoup de choses restent à faire. Et si on tire les fils de cette mutation, vous savez qu'il y a eu lieu ces derniers mois aux États-Unis un phénomène de grande démission, au sens où des millions de salariés aux États-Unis ont décidé de quitter leur entreprise. Eh bien, 62% des Français estiment qu'une grande démission de ce type-là est possible dans les années qui viennent. Ça raconte bien, au fond, la tension qui existe encore aujourd'hui et qui existera probablement dans les années qui viennent entre le travail, la manière dont on l'accepte, ses modes de vie personnels aussi, quelle est la place du travail dans la vie. Et donc, ça raconte bien tout ça que les transformations sont probablement davantage devant nous qu'elles ne sont derrière nous. Ça, c'est le premier enseignement. Puis un deuxième enseignement qui porte cette fois-ci davantage sur la nature des mutations qu'on est en train de vivre. Parce qu'on a tendance parfois à réduire les changements en cours à des réflexions sur le sens au travail, le sens de l'entreprise, l'impact sociétal. Bien entendu, ce sont des sujets majeurs. On a tendance parfois à évoquer très facilement les questions de télétravail, parce que ça a été peut-être l'une des mutations les plus frappantes dans la vie quotidienne de chacune et de chacun ces derniers mois. Donc on a tendance à dire, au fond, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est un peu ça. C'est, d'une certaine manière, le retour du sens et puis peut-être des réflexions sur le télétravail, la manière dont il peut s'organiser, etc. Et la surprise, si l'on peut dire, est que en interrogeant les personnes qui sont aujourd'hui en activité professionnelle, en leur disant si vous deviez demain changer de travail, quels seraient les critères prioritaires sur lesquels vous choisiriez une nouvelle activité, une nouvelle mission professionnelle? Et les résultats sont très frappants. Les 3/4, 74% des personnes répondent d'abord la rémunération. Alors, on voit
tous les sujets qui sont derrière, hein, la question du pouvoir d'achat qui est aujourd'hui prépondérante, mais aussi l'idée de maîtriser sa vie, peut-être de mieux maîtriser sa vie. Ensuite, en deuxième lieu, à 53% est cité la qualité de vie au travail, le bien-être, et c'est à ces stades-là de pourcentage une surprise, seuls 9% des personnes interrogées citent l'impact sociétal, la raison d'être, la préoccupation pour la planète, pour la société, etc. Donc, bien sûr, ces sujets demeurent très importants, mais on voit bien qu'il existe plusieurs histoires de cette recomposition du travail. Il y a l'histoire du sens, qui sous des formes différentes a considérablement progressé depuis le début des années 2000. Il y a l'histoire de l'organisation au sens temps de travail, au sens lieu de travail. Il y a l'histoire de la rémunération, et c'est une histoire longue qui date du 19e siècle et qui, on le voit bien aujourd'hui, n'est pas close. Et puis il y a l'histoire du bien-être au travail. Donc plusieurs histoires qui s'entremêlent, un écheveau, et on va essayer de tisser les fils de cet écheveau, essayer d'y voir un peu plus clair grâce à nos invités aujourd'hui. Alors, là, je dois faire un choix extrêmement difficile parce qu'il faut que je choisisse un invité par qui on commence. Donc là aussi, n'y voyez pas du tout d'ordre de préséance. Mais comme j'ai commencé tout à l'heure par Clément Rouchet, je me permets à nouveau peut-être de poursuivre avec Clément, parce que donc, vous allez nous raconter, peut-être dire un mot sur Green Working. Vous accompagnez de nombreuses entreprises. Donc, vous avez un regard transversal sur les mutations du travail et sur ce qui est en train de changer, avec une réflexion assez forte, me semble-t-il, sur un travail qui évolue d'une vision quantitative à une vision plus qualitative. Vous parlez de green working, donc vous pouvez peut-être nous dire un mot sur ce que veut dire cette notion-là. Donc voilà, la première question très simple, au fond, comment est-ce que vous réagissez, qu'évoquent en vous ces grandes tendances qu'on vient de voir, qui sont des tendances d'opinion, hein. Et puis peut-être au-delà de ça, à travers le regard, l'expérience que vous portez dans les entreprises dans lesquelles vous intervenez, quel fil est-ce que vous pouvez tirer des tendances en cours? Est-ce que vous vous dites, voilà, d'abord sur le constat de ce séquençage historique, est-ce que vous dites qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans les entreprises? Et surtout, quelle est la nature de ces mutations à accomplir? Bonjour à tous, merci beaucoup pour la question. Alors en effet, peut-être un mot très rapide sur green working. Pour le comprendre très simplement, nous, la notion derrière, c'est la notion de travail durable, de travail qui entretient la santé, hein, et je pourrais peut-être potentiellement commencer par là, mais c'est intéressant de voir que dans la slide là, qui est projetée, il y a aussi un primat, un intérêt autour du sujet de qualité de vie au travail. On a parlé santé pendant 2 ans. Là, je ne parle pas de santé en termes de maîtrise de la contagion épidémique, hein, je ne parle pas de ça. Je parle de santé en termes d'une entreprise qui prend soin de ses salariés. Et ça, c'est une attention effectivement assez forte. Les sujets de santé mentale, les sujets de burn-out, les sujets de stress ont occupé un champ qu'ils n'occupaient pas jusqu'à présent. Ils ont occupé le champ des grands médias nationaux, là où jusqu'à présent, ce sujet était assez, on va dire, cantonné au champ interne de l'entreprise. Donc ça, c'est un premier mouvement, cette immixtion des sujets qualité de vie au travail, des sujets santé au travail dans les politiques RH. Et c'est un sujet qui n'est pas récent, hein, mais un sujet évidemment qui s'invite quelque part à l'agenda des politiques RH. Le deuxième sujet peut-être qu'on pourrait partager et qu'on voit dans le baromètre aussi, c'est un peu la perte de centralité du travail. Le travail est moins une fin qu'un moyen, hein. Il est tout simplement autour de ma vie et il est plus au centre de ma vie. En témoignent les différents indicateurs qui portent sur l'évolution des attentes en termes de flexibilité, en termes de relations au management, on y reviendra, en termes de relations aux collègues, en termes de relations au lieu et au temps de travail. Donc il y a vraiment cette volonté de changement, hein, si on pourrait le formuler ainsi. À la précision près que cette volonté de changement, si les Français l'espèrent, en tout cas c'est ce que révèle le baromètre, ils sont parfois un peu suspicieux sur la capacité des grandes organisations à l'exécuter, ce changement. Il y a un peu une déconnexion, je ne sais plus quel est le chiffre, mais entre l'espérance et entre le souhait et le fait que ça va tout simplement se réaliser. Donc parfois, qui peut aussi témoigner d'une capacité, une difficulté à manœuvrer les grands paquebots, hein, que sont les grandes et plus petites entreprises. Autrement dit, et vous l'avez dit tout à l'heure, la révolution du travail, on en parle beaucoup, mais elle n'est pas encore là. Elle s'étale devant nous dans les prochaines années. Et c'est aussi ça probablement que révèle ce baromètre. Et peut-être pour faire un focus sur un sujet particulier qui est le sujet du télétravail, qui est aussi investigué dans le baromètre, on le voit à l'échelle évidemment d'une population France, il ne concerne qu'une minorité de salariés. Si on regarde les chiffres de l'INSEE, par exemple, sur l'année 2021, seuls 22% des actifs français ont télétravaillé au moins 1 heure dans la semaine, donc un Français sur 5. Donc c'est quand même relativement faible. Donc cela aussi peut témoigner d'une forme de
bipolarisation dans ces politiques RH entre parfois, alors sans revenir à une opposition très lutte des classes, hein, mais col bleu, col blanc, des cols blancs où le marché de l'emploi est très tendu, où il peut y avoir une volonté à proposer des conditions de travail plus souples, plus flexibles, plus attractives pour se battre pour ses talents, et d'autres types de populations où ça peut être effectivement moins le cas. Un dernier mot sur la grande démission, vous en parliez également dans l'introduction. Elle est un peu déjà là. Pareil, je vous donne d'autres chiffres, hein, qui sont ceux de la DARES. La DARES nous disait en juillet 2021, donc DARES, service du ministère du Travail, hein, qui nous disait que le taux de démission de CDI entre juillet 2021 par rapport à juillet 2019, c'est plus 19,4%. Et deuxième chiffre intéressant, le nombre de ruptures anticipées de CDD, c'est plus 25% sur la même période. Donc, évidemment, il y a des mécanismes de protection du marché de l'emploi français qui n'est pas le marché de l'emploi américain, donc il faut se garder de toute comparaison, mais c'est un sujet qui est déjà à l'agenda des directions des ressources humaines. Très bien, bah, écoutez, merci beaucoup parce qu'en effet, je pense que ce sont des éclairages sur lesquels on va rebondir. Il y a de multiples clivages quand on parle du travail de manière générale. Donc voilà, si on peut ensemble creuser au fond ces différents aspects qui permettent à la fois de mieux comprendre et peut-être de se préparer de manière très opérationnelle. Et votre conclusion me permet de me tourner vers Florence Covet de Sanofi France. Donc vous, chez Sanofi, vous avez des équipes qui appartiennent à des milieux, des univers professionnels extrêmement différents. Donc, j'imagine que vous voyez au jour le jour ces différences d'abord de rapport au travail et peut-être d'évolution par rapport à ce que peut être le travail. Et puis, vous êtes très sensible aussi à l'idée de formation. Je crois que vous cherchez à diffuser une culture de formation pour faire évoluer les compétences en interne. Donc voilà, comment est-ce que vous voyez cette grande tendance dont on parle là? D'abord peut-être en regard de la disparité des profils dont on imagine qui sont en activité au sein de Sanofi, et puis peut-être voilà, comment au fond essayer aussi de construire des possibilités de mutation, d'évolution dans des entreprises qui doivent changer et face à une vision du travail qui elle-même est en évolution. Oui, effectivement. Je vais peut-être revenir d'abord en premier lieu sur Sanofi, parce que c'est très varié en fait. Sanofi, quelques chiffres, hein, c'est 100 000 personnes dans le monde, opérant dans plus de 120 pays. Et pour ce qui est de la France, un quart des effectifs de Sanofi sont présents en France, 25 000 collaborateurs, et nous opérons sur l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis la recherche, développement, et donc là, on imagine bien l'environnement et le type de métier qu'il peut y avoir, la production en usine, mais également les itinérants, les visiteurs médicaux qui sont sur le terrain, et bien sûr l'ensemble des fonctions support. Donc au travers de ça, on voit d'emblée qu'on a une grande variété de métiers, de conditions de travail. Et effectivement, on retrouve, parce qu'on fait souvent des enquêtes au sein de Sanofi, soit des enquêtes, des baromètres sur la qualité de vie, le sujet de la qualité de vie, des enquêtes également sur l'engagement des collaborateurs. Et puis plus récemment, on a fait aussi une enquête, et c'est intéressant, non pas sur nos collaborateurs, mais sur les jeunes, pour savoir comment ils percevaient le monde du travail, s'il y avait des autocensures et quelles étaient leurs attentes. On retrouve exactement les chiffres que vous avez indiqués, hein, c'est tout à fait comparable. Et effectivement, compte tenu de ce qui ressort de l'ensemble de ces enquêtes, c'est à la fois la quête de sens, la compréhension de la stratégie, cet équilibre entre la vie personnelle, le temps de vie au travail et le temps de vie personnel. On se doit d'arriver à bâtir des politiques ressources humaines qui vont permettre que chacun trouve sa place et ce sens qui est vraiment une aspiration très forte. Si on prend le cas du télétravail, parce que je pense que ça, c'est un cas qui illustre bien ce qu'il en est actuellement par rapport aux aspirations et ce à quoi on doit veiller en entreprise. Chez Sanofi, le télétravail existe depuis longtemps. Ça fait depuis plus de 10 ans qu'on a un accord de télétravail, puisque ça part bien sûr par un accord avec les partenaires sociaux qui prévoyait d'ores et déjà 2 jours par semaine. Mais bien entendu, et ça peut être une évidence, mais il faut le rappeler, le télétravail, il n'est pas accessible à tous. Ça va dépendre complètement de votre métier. Et donc là, avec la crise, la pandémie, on a eu une forme, bien entendu, d'amplification de ce télétravail, de facto. Et là où le télétravail était, même s'il existait depuis longtemps, mais n'était pas forcément mis en œuvre complètement. Là, réellement, on a été en télétravail avec des situations avec des collaborateurs qui ne pouvaient pas être en télétravail dans les usines, et j'allais dire l'ensemble de l'équipe dirigeante d'une usine, et puis au contraire, tous les métiers où c'était possible, où là on a été fortement en télétravail. Et on a eu de cesse que de s'assurer qu'on ne crée pas un modèle social interne à l'entreprise à 2 vitesses. Je pense que vous parliez des cols blancs, des cols bleus, ça c'est extrêmement important. Et donc comment on arrive à ça? C'est en se raccrochant justement à l'enseignement que l'on a dans nos différentes enquêtes qui finalement
reviennent sur certains points. C'est quoi le sens de mon métier? Qu'est-ce que je fais? Quelle est mon utilité pour l'entreprise? Donc c'est vrai qu'on veille énormément à ça. Et puis après, on s'attache à former nos collaborateurs. Ça, c'est un point extrêmement important. Et là aussi, il y a une évolution très forte. D'une formation prescriptive où on était, voilà, les plans de formation, on est passé dans un modèle complètement différent qui nécessite une appropriation aussi, où là, on va être vraiment l'entreprise apprenante. C'est-à-dire qu'on met à disposition de nos collaborateurs un ensemble de formations. Ils ont accès à une richesse de modules de formation digitaux. Et là aussi, c'est à nouveau intéressant parce que effectivement, avec la crise sanitaire, on a donné accès encore plus à l'ensemble de ces formations. Et ce qu'il est ressorti de la dernière enquête auprès de nos collaborateurs, c'est ouais, c'est très très bien, c'est formidable, c'est de la qualité, mais on a besoin de présentiel. Donc, vous voyez, il y a un effet là, un petit peu balancier par rapport aux aspirations de l'ensemble de nos équipes. C'est oui, quand on peut être en télétravail, oui, quand on peut digitaliser, et en même temps, l'importance de garder le collectif. Et c'est vraiment l'enseignement important qu'on peut avoir des 2 dernières années où, en termes de rapport au travail et les évolutions, il y a un élan vers cette modernisation, mais en gardant du présentiel, du rapport, des relations humaines. Et c'est là où on réconcilie certainement ce risque entre col blanc et col bleu, entre nos usines et l'ensemble des autres métiers où, encore une fois, on peut envisager les métiers un petit peu différemment, mais à garder un juste équilibre. Oui, cette question du collectif, on voit, hein, est de plus en plus importante dans les entreprises, parce qu'on a une partie des salariés qui, au terme de la pandémie, mais encore aujourd'hui, estiment ne plus faire partie ne plus se sentir partie prenante de leur entreprise. Yavois a réalisé un sondage pour Bloom Time qui montre qu'un tiers des salariés aujourd'hui en France, eh bien, s'estiment un peu délaissés ou se sentent moins partie prenante du collectif de l'entreprise. Donc peut-être une question sur laquelle on reviendra tout à l'heure avec Stewart, c'est comment faire société en entreprise. Je crois que là, il y a un véritable enjeu. Une entreprise, par définition, n'est pas qu'une agrégation d'individus. Donc, comment aujourd'hui faire société? C'était un sujet qui était déjà présent avant la pandémie, bien entendu, mais qui aujourd'hui trouve une acuité nouvelle. Alors, Sylvie Peretti, je passe à la fois d'une DRH à l'autre, si l'on peut dire, mais aussi d'un secteur d'activité à l'autre, de l'industrie pharmaceutique. Et c'est intéressant de comparer aussi les retours d'expérience entre différents secteurs d'activité au monde de l'assurance. Comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous observez aussi, au fond, des clivages entre les différentes équipes ou les différents profils de salariés au sein de Generali? Et puis peut-être quel mode d'action, parce que vous réfléchissez et vous agissez aussi, vous pouvez envisager, ou vous avez d'ores et déjà mis en œuvre, je crois que vous êtes sensible à la question du bien-être au travail, du mieux-être au travail, comment faire, et peut-être pour rebondir sur ce que l'on disait là, sur cette notion du télétravail dont on se dit là qu'il n'est peut-être pas une panacée absolue, que basculer tout le monde en télétravail, c'est peut-être pas une sorte de Graal que l'on pourrait imaginer. Voilà. Donc quels sont vos retours d'expérience, pour dire les choses simplement, à travers cette période de la pandémie, et comment est-ce que vous vous projetez dans l'avenir par rapport à ces sujets-là? Alors, c'est sûr que, alors nous, on va dire qu'on a une population qui est peut-être un peu plus homogène, même si on a quand même une force commerciale qui est plus sur des métiers itinérants aussi et qui est importante, mais qui du coup, lui, a développé des formes de travail à distance depuis de longues années. Et puis côté administratif, on va dire ça comme ça, qui sont tous nos métiers, voilà, tous nos métiers qui sont plutôt des métiers sédentaires, beaucoup basés d'ailleurs en Île-de-France, à Saint-Denis. Là, on avait entamé une démarche de mise en place du télétravail depuis nous aussi une dizaine d'années, mais sur une certaine, on a fait un peu comme tout le monde, sur des modes assez rigides, c'est-à-dire un choix définitif de 2 jours maximum par semaine, toujours les mêmes, etc. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que et on y a répondu parce qu'on avait fait un sondage juste avant le confinement. Donc, c'était parce qu'on commençait à réfléchir sur plus de flexibilité. C'était plus de flexibilité à la fois dans les taux on va dire de jours de télétravail, mais aussi plus de flexibilité dans l'organisation hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, pour répondre à des problématiques ou des spécificités de métiers. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a travaillé sur différentes formules en essayant d'éviter le système de l'usine à gaz, évidemment. Et donc, du coup, on a proposé, en fonction des typologies d'activités, 3 grands menus de télétravail, le tout flexible, le mixte,
on va dire, avec des jours flottants et des jours fixes, et puis le plus flexible qui correspond à des activités qui sont plus régulières, plus transactionnelles, on va dire, et on peut s'organiser de façon plus linéaire, même à l'année. Voilà. Et donc ça, on est en train de le déployer. Globalement, aujourd'hui, je crois qu'il y a 99% de nos activités qui sont télé-robustes. Et donc, alors certaines avec, on va dire, simplement un taux qui est un peu plus faible de 20%, mais je crois que c'est vraiment 2% de nos activités. Tous nos autres métiers sont entre 40 et 60% de possibilités d'aller en télétravail. C'est en train d'être déployé. Je pense que ça fait consensus au niveau des équipes et ça répond à la fois aux aspirations individuelles, mais aussi à maintenir un lien de fort avec l'entreprise, et c'était quand même un sujet. Et moi, je reviendrai peut-être sur un chiffre qui m'a marqué, qui est que voilà, il y a plus de 40% des Français qui pensent que les seniors sont peut-être les principales victimes des inégalités liées au nouveau mode de travail. Moi, c'est pas forcément ce que j'ai vu. C'est pas ce que j'ai vu pendant le confinement. Les seniors, alors en plus, bon, les seniors, on peut faire un autre débat sur à partir de quel âge, mais globalement, ceux qui avaient le plus d'expérience, ceux qui connaissaient bien leur métier, ceux qui connaissaient bien leurs collègues, ceux qui connaissaient bien l'entreprise, qui avaient une culture forte, ils ont, je dis pas qu'ils ont bien vécu le confinement, parce que ça, personne ne l'a bien vécu, mais ils ont été plus solides sur leur base et moins déstabilisés. Et moi, je pense que c'est pas une question d'âge, et je pense qu'ils sont tout à fait adaptables. Et aujourd'hui, nos seniors, y compris moi, maîtrisent parfaitement Teams, maîtrisent parfaitement les outils digitaux et savent faire, voilà, savent faire. Et il n'y a pas de sujet avec ça. Ils ont réussi à s'organiser et tout. Là où moi j'ai vu des fragilités, c'est pour nos jeunes, les jeunes qui nous rejoignent aujourd'hui. Alors, ceux qui connaissent déjà l'entreprise parce qu'ils avaient déjà eu une expérience, ils connaissent un peu les codes de l'entreprise. Mais nos jeunes qui sortent des écoles et qui arrivent en full télétravail, ça a été beaucoup plus compliqué pour eux. La transmission ou l'acquisition de leurs compétences se fait avec beaucoup plus de difficultés. Ils vivent pas toujours très bien. En plus, en région parisienne, les appartements sont parfois un peu étroits, etc. Les conditions ne sont pas optimales. Et moi, je dis qu'on a vraiment une attention particulière vis-à-vis de la jeunesse, vis-à-vis de ce nouveau mode d'organisation. Et le deuxième peut-être sujet que moi j'aurais, sur lequel je serais assez vigilante, c'est peut-être effectivement de ne pas créer, au travers du travail à distance, de nouveaux modes de discrimination, peut-être un peu plus insidieuses, ou qu'on verra un peu moins avec la distance. Et là, il faut qu'on ait des indicateurs, on est en train d'y penser, mais je pense qu'on peut recréer peut-être, avec plus de travail à distance, de nouvelles formes de discrimination qu'on n'aurait pas pensé aujourd'hui, ou qu'on aurait peut-être réussi à éradiquer quand on est en présentiel. Le taux de présentiel est plus élevé. Vous pensez concrètement Je pense par exemple aux jeunes femmes, voilà, qui peuvent être dans, voilà, en se réappropriant, en étant plus avec une plus grande, on va dire un plus grand maillage entre la sphère domestique, on va dire ça comme ça, et la sphère professionnelle, se retrouvent tirées un peu plus vers les aspects, et que la charge mentale, qu'ils arrivaient peut-être mieux à équilibrer quand on est avec une partie plus à l'extérieur, en se réappropriant l'intérieur et la partie domestique, se retrouvent plus élevées et finissent peut-être par, pour certaines, dire je jette l'éponge, ou voilà. Et je pense que ça, il faut qu'on soit vraiment très vigilant à ce que les conditions de travail à distance ou de télétravail ne génèrent pas de nouvelles formes de discrimination envers les jeunes. Voilà, et envers peut-être les femmes aussi. Une partie des jeunes, une partie des femmes. Et on voit à travers ce que vous dites à quel point le travail rejaillit aussi sur la vie personnelle, bien entendu. Bien sûr. Ça va de soi, mais là on le voit de manière d'autant plus forte qu'on parle de télétravail et que ça entre en résonance avec des modes de relation au sein des familles, etc., etc. Donc il y a une réflexion globale sur l'articulation entre le travail et la vie personnelle. Et alors votre intervention
là aussi, vous êtes très bien organisé parce que chaque intervention me donne une transition pour l'intervenant suivant, parce que vous parliez des jeunes. Et Stewart Shaw, qui est ici, a écrit un livre, coécrit, mais Stewart va nous raconter un livre sur les jeunes, alors depuis les années 50, je crois. Donc, on va peut-être pas refaire tout le film depuis les années 50 parce qu'on n'avons pas toute la journée, mais essayer de mieux comprendre. On voit bien que c'est un sujet dont vous parlez toutes et tous sur le travail. Quelles sont à la fois les aspirations des jeunes en regard du travail, comment ils se projettent dans le travail, et on pourrait dire de manière un peu synthétique, que veut dire travailler quand on a entre, je ne sais pas qu'est-ce qu'être jeune d'ailleurs. Moi qui ai 50 ans, j'aurais tendance à dire ça va jusqu'à 50 ans, mais disons entre 18 et 30 ans pour simplifier. Oui, alors merci déjà beaucoup pour vos interventions. Moi, je vais rebondir sur quelques éléments que vous venez de décrire en apportant de modestes contributions à la discussion et aux réflexions sur ce livre, effectivement, La fracture, que je coécris avec Frédéric Dabi, qui est effectivement une radioscopie de la jeunesse de 1957 à 2021-2022. Alors, on ne va pas partir de 57 aujourd'hui, mais je trouve que les évolutions disent aussi beaucoup de notre société, parce que la jeunesse est aussi un miroir grossissant, je pense, de ce que l'on vit collectivement. Alors, sur le travail, moi, il y a plusieurs éléments. Un premier élément qui me semble très important et qui rebondit sur ce qui vient d'être dit, c'est que pour les jeunes, le travail, c'est d'abord un rapport aux autres. Et je pense que dans cette crise sanitaire, on a peut-être trop souvent, trop rapidement fait le lien entre une aspiration nouvelle aux organisations du travail à distance, impulsée par une certaine partie de la jeunesse, puisque la jeunesse n'est qu'un mot. Alors excusez-moi pour cette référence sociologique matinale, mais c'est aussi important de rappeler que cette jeunesse, elle est traversée par une diversité d'expériences et d'appréhension du monde, et dans le travail, on le voit aussi. Pour autant, il y a des éléments qui fédèrent. La première chose, c'est ce qu'on disait, le travail, c'est d'abord un rapport aux autres. Dans l'enquête, ce qui est intéressant, c'est que on montre que lorsqu'on leur propose une certaine définition du travail, l'item, le travail, c'est d'abord un projet collectif, est surreprésenté chez les 18-30, beaucoup moins chez les plus de 50 ans. Sur la pratique du travail aussi, on a une jeunesse qui témoigne d'un travail fait en équipe, en mode projet, beaucoup plus important. Alors vous allez me dire, c'est peut-être aussi le moment de la carrière qui peut l'expliquer, mais enfin bon, ça structure aussi d'une certaine façon l'appréhension et l'expérience qu'on a du travail. Donc, le travail pour les jeunes, c'est les autres. Ce qui va générer un certain nombre de conséquences et d'enjeux. D'ailleurs, si on fait un diagnostic, un état des lieux sur les jeunes actifs français, ce qui est intéressant, c'est que jusqu'en 2010, on a un taux de satisfaction des moins de 30 ans, jeunes collaborateurs, à peu près aligné avec leurs aînés. Et depuis 2010, on a un taux de satisfaction bien plus élevé. En tendance, évidemment, mais c'est quand même assez intéressant de le montrer. Et puis, on voit quand même que sur cette dernière année, on a une motivation qui baisse à la lueur de la crise. Donc, ça prouve bien aussi qu'effectivement, on est face à une jeunesse qui est en attente de collectif dans l'entreprise. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'à mon sens, cette jeunesse, elle impulse peut-être une nouvelle vision du travail, dans sa forme en tout cas, puisqu'on est passé peut-être d'un modèle qu'on a longtemps, pas théorisé, mais accompagné de la conciliation vie pro, vie perso, à cette idée de la réconciliation des temps de vie. Et je pense que cette nouvelle temporalité de l'expérience de vie de la jeunesse est quelque chose de très structurant. C'est-à-dire qu'on ne veut pas faire l'un puis l'autre, l'un après l'autre, mais on veut faire l'un dans l'autre parfois, l'un en même temps que l'autre. Et donc, ça va générer un certain nombre de nouvelles exigences envers l'entreprise. D'abord, en termes de flexibilité, vous l'avez vu, hein, et vous l'avez bien dit, flexibilité à la fois dans le temps de travail, mais aussi dans le lieu de travail. Alors, pour certains jeunes, plus diplômés, très urbains, mais je veux travailler à peu près quand je veux et à peu près où je veux. Bon, ça va décupler des enjeux de management et d'organisation du travail qui sont évidentes. Ça va réinventer aussi d'une certaine façon le management en direct, la manière dont un manager va devoir gérer ses équipes. Donc ça, c'est la première conséquence. Et deuxième conséquence, on a essayé d'en parler, pour une partie de la jeunesse, c'est les nouvelles exigences en termes de sens du travail. À partir du moment où j'ai le sentiment que ma vie professionnelle est le prolongement de ma vie personnelle, je vais avoir de nouvelles exigences en termes d'engagement dans mon entreprise, impact sociétal ou impact entreprise à mission, je pense que découle aussi de ces enjeux-là. Et enfin, le troisième point, alors là, je m'adresse à des spécialistes, des experts, hein, mais c'est peut-être qu'on est passé d'une jeunesse qui a une vision carriériste du travail à une certaine partie de la jeunesse qui a une vision d'expérience du travail. C'est-à-dire qu'on va dans une entreprise, dans un secteur d'activité, non pas forcément pour y faire carrière, avec, je dirais, une appréhension assez linéaire des choses, mais plutôt pour vivre une expérience. Et ça, c'est intéressant parce que, pour le coup, il y a à la fois
se rappelle au mode collectif, c'est-à-dire mon expérience, c'est aussi et surtout les gens avec qui je vais travailler. Il y a la question de la formation, c'est-à-dire l'entreprise, qu'est-ce qu'elle est en mesure de m'apporter au-delà de l'aspect technique, mais aussi moi de mon expérience personnelle. Et puis, troisième élément, c'est que si ces jeunes sont très exigeants envers leur entreprise, ils sont aussi très prescripteurs de leur entreprise. C'est-à-dire qu'ils ont une image très positive de leur entreprise, beaucoup plus que leurs aînés. C'est-à-dire c'est un peu « venez travailler là où je suis » parce que c'est très positif. Pour autant, ils ont une fidélité peut-être un peu plus relative. C'est-à-dire que pour un jeune aujourd'hui, moins de 30 ans, 18-30, le temps idéal à passer dans une entreprise, c'est 2 à 5 ans. Donc, effectivement, pour des personnes qui s'occupent de l'expérience aussi collaborateur, c'est une nouvelle donnée. D'ailleurs, ce qui est intéressant pour finir, pour ne pas être trop long, je trouve qu'on est passé vraiment à une sémantique de la carrière, à une sémantique du parcours professionnel. Et je pense que ça dit aussi beaucoup de choses. Donc, pour résumer et pour conclure, je pense que cette jeunesse, elle impulse effectivement un nouveau rapport au travail. Et que comme vous l'avez très bien dit François, je pense que l'enjeu dans les 5, 10, voire 15 prochaines années pour cette jeunesse, qui seront aussi les collaborateurs de demain, c'est de faire société en entreprise, c'est-à-dire comment on peut réconcilier aussi finalement ces nouvelles exigences qui sont parfois, il faut le dire, ambivalentes et aussi paradoxales. Merci beaucoup. Donc, le livre s'appelle La Fracture, on retrouve dans toutes les bonnes librairies. Voilà. Clément Rouchet, donc, parce qu'il y a donc deux sujets. Il y a le sujet des nouvelles perceptions du travail. Stewart parle d'expérience, le travail comme expérience. Il y a le sujet des disparités au sein du travail. Là, on en a vu beaucoup, les jeunes, les moins jeunes, les femmes, les hommes, les cols bleus, les cols blancs, etc. Et vous évoquiez très justement ce phénomène à la fois parfois de métiers en tension, voire de démission. C'est-à-dire des gens qui disent moi j'ai envie de faire autre chose, de quitter mon entreprise, de trouver quelque chose d'un peu meilleur. Voilà. Alors, comme disait Lénine, je ne sais pas si on peut citer Lénine dans les locaux de Generali, comme disait Lénine, que faire? C'est-à-dire, est-ce que il y a une nouvelle vision du management à avoir? C'est-à-dire, au fond, si vous êtes dans une entreprise, vous avez des gens qui ont une nouvelle vision du travail, certains qui ont d'autres aspirations, des disparités d'organisation. Est-ce que ça veut dire que le management doit s'adapter? Selon quels critères? Est-ce que la notion des émotions compte? Enfin, est-ce qu'à travers vos expériences professionnelles, quels enseignements tirez-vous de ces mutations peut-être du management sur comment faire société en entreprise? Et on pourrait même dire, au point où on en est, tout simplement comment faire entreprise, car une entreprise, c'est une société. Donc, comment faire entreprise de la part des managers? C'est une question un peu ambitieuse à traiter en quelques minutes. Je vais essayer de répondre à votre ambition, merci beaucoup. Donc oui, définitivement, il est évident qu'on ne manage pas l'atelier, on ne manage pas, disons, des organisations avec des paradigmes du début du siècle, de la même manière qu'on manage aujourd'hui les organisations compte tenu de toutes les diversités qui ont été évoquées et qui traversent les différentes entreprises, que ce soit une entreprise un peu avec deux grandes typologies comme Sanofi ou avec une population plus homogène comme Sylvie le présentait tout à l'heure. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce phénomène un peu de grande démission, parfois on a l'habitude de dire qu'on quitte moins l'entreprise que le manager lui-même ou elle-même. On quitte moins des relations qui sont pas à la hauteur de ce que je souhaite qu'une entreprise dont le sens, la mission, l'impact ne serait pas à la hauteur de ce que je souhaiterais. Donc oui, ça amène une vraie évolution aussi de la capacité à savoir lire tout ce qu'on est en train d'évoquer. Enfin, je veux dire, parler de formation tout à l'heure, c'est le cœur de notre métier évidemment, mais savoir décrypter ces tendances sociétales, savoir les comprendre, savoir y répondre, c'est un sujet de management. C'est un sujet de management. Si on ne comprend pas ces sujets-là, on est incapable d'y apporter une bonne réponse. Pour moi, il y a 3 éléments clés à garder en tête quelque part dans les nouvelles aspirations vis-à-vis du leadership. On pourrait, et on y consacre des bouquins et des heures, donc je vais essayer de rester succinct. Oui, car nous n'avons que quelques minutes. Nous n'avons que quelques minutes. Sinon, de la grande démission, tout le monde se présente. D'abord, il y a une capacité quand même à fédérer et à donner une vision. D'ailleurs, exercice intéressant que je pourrais proposer à chaque chef d'équipe, à chaque manager, à chaque directeur dans ce pays et ailleurs, une question intéressante qui est au cœur de nos préoccupations managériales. Que se passerait-il si mon équipe disparaissait? C'est un exercice d'introspection fondamental à faire en équipe, à faire solo, peu importe, mais pour comprendre en fait quel est mon impact, quel est le sens de ma mission, quel est le sens de la vision de ce que je fais moi avec mon équipe ou de ce qu'on fait évidemment à l'échelle d'une direction. Capacité à donner et à fédérer, à donner une vision et à fédérer, c'est fondamental. Ensuite, on l'évoquait, et je fais la connexion avec ce que Sylvie a dit, je fais la connexion avec tout ce qui a été dit, avec ce que je disais aussi sur ce primat de la santé, de l'écoute, en fait, les capacités à être
dans une logique d'intelligence émotionnelle, à savoir écouter, à savoir comprendre les différentes attentes, à savoir y répondre, c'est aussi une capacité qui est fondamentale. Si vous regardez tous les programmes de leadership des entreprises les plus innovantes de la planète, clairement, la question de la connaissance de soi et de la connaissance des autres, c'est le pilier de base de tout programme de leadership. Et c'est, force est de constater, une brique qui est inégalement développée. Je ne vais pas rentrer dans le débat, mais inégalement développée dans aujourd'hui ce que c'est qu'être un manager. On promeut quelqu'un parce que c'est un excellent expert, pas parce que c'est un excellent lecteur de ses propres émotions, de ses propres filtres, de ses propres biais et des émotions, des filtres et des biais des autres. Donc ça, c'est aussi quelque part une inclinaison fondamentale dans les programmes de formation et de développement du leadership. Et peut-être le troisième pilier, c'est la capacité à piloter, évidemment. J'entends déjà les membres du COMEX me dire « Oui, mais attendez, vous êtes bien mignons, mais le job d'un manager, c'est pas d'être un entertainer, hein, c'est pas d'être un divertisseur de ses équipes. » Non, messieurs, dames, je vous rassure, c'est pas son rôle, en effet. Il y a un sujet de pilotage. Mais comment on pilote ? Avec des objectifs qui sont extrêmement précis, avec du feedback, avec des capacités à reconnaître, avec des capacités à valoriser, avec des capacités à déléguer. Pour moi, c'est ça les trois, quelque part, piliers. Alors, on pourrait aller plus loin, on pourrait évidemment approfondir, mais trois piliers fondamentaux sur lesquels beaucoup de programmes de leadership que l'on peut construire, évidemment, se posent. Et peut-être pour conclure, il y a cette notion aussi, Sylvie, tu l'évoquais, mais cette notion de capital culturel, cette notion de comment on acquiert les codes de l'entreprise. Oui, il y a ce besoin de collectif, c'est évident, il y a ce besoin de présentiel, en particulier pour les populations jeunes. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup d'accords sur la question de la distance mettent des limites au tout distanciel, parce qu'on l'a bien vu dans la crise, acquérir les codes de l'entreprise, acquérir les implicites de l'entreprise, on ne sait pas le faire à distance. Et ce n'est pas grave. Peut-être que dans 10 ans, dans 15 ans, on saura le faire à distance. Mais à date, on ne sait pas le faire à distance. Ça existe des entreprises sur la planète qui savent tout faire à distance. Mais ce n'est clairement pas la majorité. C'est une infime minorité. D'ailleurs, ces entreprises-là, la plupart du temps, elles sont nées distancielles. Elles n'ont jamais eu d'existence présentielle. Donc voilà, c'est un peu ça, ces différentes notions, ces différentes évolutions dans le leadership, avec cette notion pour moi qui est fondamentale de capital culturel et qui permet justement de dessiner des lignes de l'expérience collaborateur. J'aime beaucoup cette notion de l'expérience plutôt que de la carrière. Oui, c'est aussi une évolution, une inclinaison assez forte. On pourrait citer les cumuls d'emplois, les phénomènes de slashing, le fait de vouloir cumuler une activité intellectuelle avec une activité manuelle, qui sont pour l'instant des signaux faibles dans la société française, mais qui témoignent d'une évolution du rapport au travail et au leadership, c'est évident. Très bien, merci beaucoup. Alors avant, on va prendre quelques questions parce que je crois qu'il y a des questions qui émergent. Donc malheureusement, nous n'avons qu'une heure, je crois. Mais Florence Covet, alors avec la casquette Sanofi qui est la vôtre, comment concilier, c'est vraiment une question, c'est le moment des questions difficiles aux réponses courtes. Mais comment concilier ce phénomène des trajectoires personnelles avec une entreprise qui est une organisation. Il y a un livre de Pierre Rosanvallon qui date de 1992, donc c'était il y a 30 ans, la nouvelle question sociale, et Pierre Rosanvallon disait on passe d'une société, en gros, je le dis avec mes mots, mais de statut à une société de trajectoire. Bon. Alors, dans l'entreprise, comment faire ? Une entreprise, c'est quand même un collectif. Si on n'a que des trajectoires, est-ce que le collectif ne se dilue pas ? Alors, vous en avez un peu parlé avec les notions des compétences, en disant qu'il faut réfléchir en termes de parcours de compétences. Est-ce que c'est ça la réponse, ou une réponse ? Oui, c'est une des réponses. Alors, premier point, quand même, c'est assez vertigineux, là, quand je vous écoute. Oui, nous avons le vertige. On a un petit peu le vertige, on va rester très humble, parce qu'on voit bien qu'on construit en avançant. Et là, on est à horizon 2025, mais si on se projette à 2030 et au-delà, effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont encore à inventer. Donc, effectivement, il s'agit de réconcilier des trajectoires individuelles et ce collectif. Donc, c'est au travers des compétences, ça c'est très vrai. Et nous, ce que l'on cherche, par exemple, à faire, c'est que les collaborateurs, au-delà de leur simple métier, j'allais dire, qui est déjà des fois très complexe, c'est pouvoir ouvrir le champ de développement des compétences. Et on le fait notamment au travers, et ça c'est l'intelligence artificielle qui nous le permet, la mise à disposition de missions où on va venir interroger les compétences de nos collaborateurs par rapport à des missions que l'on peut avoir plus ponctuelles, donc qui vont venir en plus de leur métier, mais avec vraiment dans l'idée que voilà, il faut donner l'occasion à chacun de se développer au-delà de sa trajectoire business, de son métier. Et ainsi, ça permet aussi de mettre beaucoup plus les collaborateurs, et là, il y a une aspiration forte, en réseau, pour mieux se connaître et mieux s'enrichir par une forme d'apprentissage
au-delà, encore une fois, de la formation traditionnelle. D'accord, bon, c'est très clair. Oui, vous avez raison, on fait l'aller-retour entre le vertige, des choses qui sont très concrètes et qui permettent de répondre au vertige. Alors, Sylvie Peretti, je ne sais pas si on continue dans le vertige, mais sur cette question qui tourne autour de, au fond, qui est un peu le cœur du sujet, à la fois mode du travail, veut dire comment on travaille ensemble et la question du management. Vous évoquiez très justement les disparités dans l'entreprise entre les jeunes, les moins jeunes, les hommes, les femmes, etc. Voilà. Comment faire en termes de management? Est-ce que ça veut dire qu'il faut aller vers un management qui tient compte d'une forme d'hybridation? Est-ce que ça impacte de manière très concrète la vie d'une entreprise? Ou est-ce qu'on se dit au contraire, ça peut être aussi une solution, il faut des choses beaucoup plus normées, beaucoup plus cadrées, beaucoup plus peut-être homogènes. Et puis, d'une certaine manière, on voit comment la société qu'est l'entreprise peut s'adapter à ça. Il y a au fond plusieurs modèles d'entreprise aujourd'hui qui émergent. On en rencontre tous les jours, mais il y a plusieurs manières de faire une entreprise peut-être. J'en suis assez convaincue et je pense que chacun essaiera de trouver, et même au sein d'une même entreprise, l'entreprise, c'est un être, enfin, c'est quelque chose de vivant. Et l'entreprise Generali des années 80 que j'ai pas connue n'est sûrement pas l'entreprise Generali France d'aujourd'hui. Et donc, on se transforme nous-mêmes en permanence, on se réinvente. Mais pour autant, je pense que le rôle du manager, il reste crucial. Et d'ailleurs, nous, on vient de faire un engagement survey, une enquête d'opinion auprès de tous nos salariés. Et ce rôle, il a été à la fois, il est reconnu en permanence et surtout, il a été validé, et notamment le manager de proximité. Et je pense que si on a été si résilient dans le collectif chez Generali sur les 2 dernières années, c'est grâce à ce management. Et si le management a été aussi présent, c'est grâce aussi au soutien qu'on lui a apporté, à l'attention qu'on a apportée, à l'accompagner sur les dimensions que tu évoquais, sur, voilà, sur la compréhension comportementale, sur les impacts de leur comportement sur leurs équipes et des équipes sur leur comportement, sur la culture du feedback, sur la culture du parler vrai, etc. Et donc tout ça sont des éléments absolument essentiels. Et je rejoins, je pense qu'on reste dans une entreprise parce qu'on a un environnement de proximité qui nous convient aussi, culturellement, en termes de valeurs, en termes de, et notamment, enfin, les jeunes comme les moins jeunes, ils sont extrêmement sensibles. La question du salaire est une question importante, on l'a vu, mais moi je pense qu'elle ne suffit pas à faire rester quelqu'un. Voilà, j'en suis intimement convaincue, et je pense qu'on a porté ces dernières années une attention toute particulière sur la formation des managers depuis maintenant 4-5 ans, et je m'en félicite parce que je pense qu'ils ont été le socle voilà, du dispositif résilient qu'a été l'entreprise ces dernières années. Et un autre point qui me paraît extrêmement important aussi pour les collaborateurs et pour le nouveau modèle, c'est la compréhension de leur contribution au sein de l'entreprise. C'est de partager la stratégie de l'entreprise, de partager concrètement, c'est-à-dire pas de dire on va faire tant de chiffre d'affaires, etc. C'est de dire voilà, ce qui est important, c'est où on veut aller, quel chemin on va prendre pour y aller, le partager, le communiquer et descendre même à l'action qu'eux vont pouvoir avoir. Et je pense que là aussi, c'est un élément extrêmement important de construction du collectif et de résilience de ce collectif. Oui, oui, parce qu'il y a tout le sujet, on en parlera peut-être, en dire un mot tout à l'heure, comment l'entreprise change en permanence, peut s'adapter à des mutations, à des environnements économiques, sociaux qui sont en transformation. C'est passionnant parce qu'on voit à quel point cette question du travail n'est pas uniquement, alors c'est déjà énorme en soi, la manière dont chacun a envie de travailler ou pas, ça devient très vite une question collective qui invite à repenser l'entreprise dans sa globalité. Alors n'hésitez pas, mesdames et messieurs qui nous regardez, à poser des questions si vous le souhaitez. Il y a déjà un certain nombre de questions. Bon, je crois malheureusement qu'on doit s'arrêter à 10 heures. On aurait plaisir à continuer toute la journée, mais le temps est limité. Voilà. Donc, une question peut-être pour Stewart sur les jeunes. Parce qu'on voit bien à quel point le sujet est à la fois important pour des entreprises, est important pour les jeunes aussi. On avait tendance à dire jusqu'ici, les jeunes, ce qui les intéresse, c'est beaucoup plus que les autres, le sens, la recherche de sens. Puis maintenant, on dit parfois, oui, mais les jeunes, alors c'est peut-être pas les mêmes jeunes, les jeunes, en fait, ils sont préoccupés par leur rétribution, le salaire, et qu'est-ce qu'on va leur donner. Ils ont une vision peut-être beaucoup plus pragmatique et concrète. Donc, qu'est-il en train de se passer? Est-ce qu'il y a plusieurs jeunesses? Ou alors, est-ce que peut-être un certain moment, les temps changent aussi d'une certaine manière? Peut-être aujourd'hui, dans le contexte qu'on vit avec les tensions inflationnistes, etc., peut-être la question du pouvoir d'achat revient plus prépondérante. Voilà. Qu'est-il en train de se passer chez les jeunes sur cette articulation entre le sens et la finance?
Alors oui, déjà, il y a plusieurs jeunesses. Il y a plusieurs jeunesses au travail. Et donc ça, c'est un élément qui est évidemment structurant dans la perception des opinions. Il faut l'avoir en tête. Il y a peut-être 2 éléments pour répondre à la question. Le premier élément, c'est si on fait le ranking des 3 valeurs des jeunes collaborateurs qu'ils estiment être essentielles pour une entreprise. Et vous allez voir, ça va correspondre à peu près à ce qu'on vient de dire. C'est solidarité, transparence et bienveillance. Et donc, je trouve que ça dit beaucoup de l'exigence qu'il porte à une entreprise, comme on l'a dit, un projet collectif, un projet qui rassemble un ensemble de ressources humaines. Et ça, je pense que c'est assez fondamental de le rappeler. Deuxième point, on a un alignement, et ça, il faut quand même le reconnaître, des déterminants de choix d'une entreprise entre les jeunes collaborateurs et les aînés. Et ça, je pense que parfois, on amplifie, voire on mythifie un peu ce décalage qu'il y aurait entre les exigences et les attentes des plus jeunes et de leurs aînés. Finalement, on voit que les 3 premiers déterminants dans le choix d'une entreprise restent à peu près identiques. Sur la question du salaire, moi, c'est, à mon sens, lié à une prérogative pour les jeunes, qui n'est pas simplement d'ailleurs une exigence envers les entreprises, c'est la question de la reconnaissance. Je pense que ça, c'est très important, c'est-à-dire l'image que l'on a de la jeunesse et la reconnaissance que l'on a vis-à-vis d'elle. Et je pense que le salaire, la qualité de vie est surtout perçu comme un moyen de reconnaître aussi une place, une utilité. Et je pense que de cette façon-là, il faut éviter de créer des fractures là où il n'y en a pas. Alors, j'ai appelé le livre La fracture, mais en tout cas, il n'y a pas toujours des fractures, et notamment en entreprise. Enfin, le troisième élément, c'est qu'il faut aussi être totalement modeste vis-à-vis de ces transformations-là. On est face à une jeunesse ambivalente dans une société du paradoxe. Et donc, effectivement, on peut avoir des injonctions qui sont très contradictoires. Je vous donne un exemple sur l'enquête que l'on a menée dans le cadre de ce livre. Vous avez une jeunesse qui dit effectivement être extrêmement en mesure, enfin, comment dire, d'être dans une flexibilité permanente du travail, avec une distance dans son lieu de travail qui est évidemment une des aspirations. Et pour autant, vous êtes face à une jeunesse qui très largement est capable de renoncer à une augmentation ou à une baisse de salaire de 5% pour avoir une entreprise à moins de 20 minutes de chez eux. Donc, vous voyez, il y a cette idée aussi que finalement, il peut y avoir des attentes un peu contradictoires. Et donc, pour terminer, je pense qu'on a dit comment faire société en entreprise. Pour porter l'exigence envers les entreprises, que je suis, sans faire de mauvais esprit, encore jeune pour 1 an et demi, en tout cas, Nous sommes selon tous, les quotas tous de jeunes. l'INSEE, c'est comment aussi l'entreprise, comment on fait l'entreprise dans cette société qui est évidemment là aussi traversée par des trajectoires et des dynamiques qui ne sont pas toujours définitives, très loin de là. Très intéressant. Alors, Florence, pour Sanofi, j'ai beaucoup de questions là sur la manière dont et qui sont très légitimes, au fond, sur l'expérience que l'on tire de ces 2 années totalement hors normes qu'on vient de vivre, qu'on vient de traverser avec bien évidemment l'épisode de la pandémie. Des études qu'on a réalisées au sein de Via Voice montrent que désormais, pour les dirigeants d'entreprise, le principe de résilience est aussi important que le principe de performance. C'est-à-dire, il faut être autant en mesure de pouvoir s'adapter en permanence, parce qu'on voit bien que les risques, les marchés, la société changent en permanence. C'est aussi quasiment important que l'idée d'être performant année après année. Alors, quel regard vous tirez de ces 2 années quand même très particulières? Est-ce on peut dire que ce soit pour Sanofi ou peut-être d'autres entreprises, est-ce que d'une certaine manière, on sort plus fort de cette épreuve-là? Est-ce que les entreprises savent être plus résilientes, savent mieux s'adapter? Et si oui, de quelle manière que par le passé? Oui, je pense que c'est complètement vrai. On l'a vu. Alors, nous, dans un secteur comme la santé, c'est vrai que ça nous a aussi beaucoup porté, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'il y a une très grande forme de résilience, une capacité à s'adapter. Et si on se replace 2 ans, puisque c'est exactement 2 ans en arrière sur le début du confinement, une capacité d'adaptation extrêmement rapide. Et ça a été vrai, je pense, pour la grande majorité des entreprises, une adaptation, une résilience, et en même temps, parce qu'on est dans ce monde-là, toujours aussi la recherche de la performance. Donc c'est vrai que les entreprises, et ça a été le cas pour Sanofi, à la fois cette adaptation, cette résilience, et toujours la recherche de performance, et un corps social qui a eu à cœur vraiment de continuer, de poursuivre.
Par contre, c'est vrai aussi, il faut le redire, il faut quand même le remarquer, on constate là une grande fatigue. Je pense que ça, c'est vrai dans beaucoup d'entreprises. Malgré le printemps qui pointe le bout du nez, on sent quand même de la fatigue, de l'usure, mais parce que à nouveau, le contexte international et ce qui se passe en Europe recrée aussi là beaucoup d'anxiété, d'inquiétude, là où beaucoup espéraient peut-être enfin pouvoir un petit peu sortir du tunnel. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose, je pense qu'il faut être très vigilant dans les mois à venir, parce que ça, c'est long, c'est très long, et voilà, et on ne retombe pas encore complètement, voilà. D'ailleurs, c'est un sujet, enfin, je peux me permettre, c'est un sujet majeur parce qu'on voit dans toutes les études d'opinion que cette idée de la fatigue, elle est très présente dans toutes les sociétés européennes. Hein, voilà. Elle est présente dans la société, donc elle est présente dans l'entreprise. C'est pas la faute de l'entreprise, d'une certaine manière, c'est une réalité du monde tel qu'il va. Et si on peut dire, la particularité actuelle, c'est que beaucoup de gens ne font plus confiance à la politique pour améliorer les choses et donc se tournent vers l'entreprise. Donc, je ne suis pas bien, je suis fatigué, et d'une certaine manière, disent à l'entreprise, qu'est-ce que vous faites? Donc, en effet, c'est un autre sujet dont on pourra peut-être parler la prochaine fois, mais qui est un sujet majeur. Alors, Sylvie, je crois que ce sera peut-être l'une des dernières questions, parce que le temps passe vite. Dans votre expérience, un petit peu une question assez proche, mais à travers l'expérience que vous pouvez avoir au sein de Generali, parce que on voit que vous avez à la fois une réflexion nourrie sur le télétravail, en même temps sur la manière dont on peut l'accompagner. Vous dites qu'il y a plusieurs chemins, etc. Comment, selon vous, on peut envisager ces modalités de télétravail qui, au fond, permettre aux gens d'être chez eux, de vivre leur vie professionnelle peut-être un petit peu différemment que ça n'était le cas jusqu'ici, et néanmoins faire entreprise. C'est-à-dire que vous l'avez évoqué à plusieurs reprises, c'est-à-dire en disant, pour les jeunes, c'est pas facile, pour des gens qui sont chez eux, c'est pas facile. Donc, est-ce qu'il y a des réflexions, des pistes, encore une fois pour Generali ou émanant d'autres entreprises, hein, mais qui permettent de se dire, on est capable de mettre en place le télétravail, mais aussi, alors est-ce que c'est les valeurs de l'entreprise, est-ce que c'est le projet, la vision, je ne sais pas, comment faire société, faire entreprise, tout en déployant des formules de télétravail adaptées à chacune et à chacun. Encore une question difficile à traiter en quelques minutes. En quelques minutes, je donnerai quelques pistes de réflexion parce qu'on y a beaucoup réfléchi, on est en plein déploiement et on a à cœur de à la fois déployer les nouvelles organisations et en même temps déployer aussi des nouvelles formes de collectifs à distance ou pas à distance. Donc, par exemple, on a demandé à tous les managers de créer avec leurs équipes la charte de vie d'équipe dans le nouveau mode d'organisation. C'est-à-dire qu'on s'assied, on discute de comment on va s'organiser concrètement maintenant que chacun a choisi. L'équipe a choisi le mode, le menu, on va dire. Est-ce que c'est tout flexible? Est-ce que c'est pas tout flexible? Et puis après, chacun s'est positionné individuellement à l'intérieur. Donc, le manager a bien la vision, on la partage. Et après, on se fixe des règles de vie d'équipe dans l'année. Est-ce qu'on fait des journées Team Connect, par exemple? Est-ce qu'on fait des journées où on est tous ensemble? Qu'est-ce qu'on fait quand on est tous ensemble? Pourquoi on vient tous le même jour, etc. Et donc, on recrée des rites aussi. On les a incités à recréer des rites, des nouveaux rites, alors certains à distance, d'autres en présentiel. C'est très important. On revoit aussi toute la comitologie, la réunionite, je ne sais pas si c'est franco-français, mais on passe beaucoup de temps en réunion. Et donc, est-ce que les réunions Teams, on les fait pareil? Est-ce qu'on les fait on réinvente un peu. En tous les cas, on a poussé chacun à se réinterroger sur ces sujets. Et je pense, et à la fois le manager, qu'on a formé aussi au questionnement, etc., mais aussi les équipes. Après, évidemment, on a boosté toute la partie maîtrise des nouveaux outils, parce qu'il n'y a rien de plus insupportable si on se retrouve sans savoir piloter tout ça. Alors, il y avait quand même un niveau de base plus acquis pendant les 2 dernières années, mais on passe, ce sont des outils qui sont assez évolutifs et on s'assure que chacun, du manager tout le monde soit bien embarqué, etc. Et puis, on met beaucoup d'investissements sur la formation. Nous aussi, on a développé des plateformes d'auto-formation, etc., où ils peuvent aller un peu plus loin. On a travaillé beaucoup sur les comportements. Je pense que ça, c'est très important et on continue à le faire. Ce n'est pas juste one shot, mais je pense que c'est une animation autour des comportements managériaux, des comportements d'équipe et des comportements individuels. Et je pense que ça, il faut vraiment, vraiment qu'on porte l'accent là-dessus. Et puis, un dernier point aussi, on a revisité complètement notre parcours d'intégration des jeunes.
Oui, donc ça fait plusieurs chantiers Oui, importants. oui, oui, c'est on a ça. pas mal travaillé autour de ces Ouais, sujets ouais. quand même. Et bien entendu, on imagine, c'est l'intérêt de notre rencontre ce matin. Et peut-être le même type de question que précédemment, comment aujourd'hui, ces 2 années, alors la pandémie n'est pas terminée, on le voit bien, mais ces 2 années ayant été accomplies, comment est-ce que vous sentez les choses aujourd'hui? Est-ce que vous avez le sentiment que d'être collectivement plus fort, ou est-ce qu'il y a aussi, on venait d'évoquer cette fatigue, et qui tout à fait, encore une fois, qui n'est pas propre à une entreprise en particulier, hein, mais qui transpire dans toute la société, notamment française aujourd'hui, mais au-delà. Comment vous qualifieriez l'évolution peut-être de l'état d'esprit, soit au sein de Generali, soit de manière plus générale? Est-ce que d'une certaine manière, on est plus fort pour faire face aux épreuves qui viennent, ou est-ce qu'on est un peu fatigué, lessivé, et puis on attend des jours meilleurs pour retrouver de l'énergie? Je pense que c'est les 2. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu un collectif extrêmement solide, résilient. On l'a éprouvé. La ligne managériale a été présente et a supporté au sens noble du terme ses équipes. Et ça a fait, voilà, ça a fait le succès. Mais c'était quand même, pendant ces 2 années, ça a été le développement d'une culture de l'exploit. Enfin, en tous les cas, c'est comme ça qu'ils l'ont vécu. Et je pense que c'est. Et la culture de l'exploit, c'est bien sur un exploit. C'est dur sur 2 ans, sur 3 ans. Après, ce qu'on ressent quand même, c'est que les gens, effectivement, sont fatigués, mais qui lâchent rien. Voilà. En tous les cas, même s'ils étaient un peu prêts à lâcher, je crois qu'il y a une espèce de retention due effectivement au contexte on va dire, mondial. Et voilà. Mais c'est vrai que pour nous, on est très attentif aux signaux faibles. On voit quand même des managers qui ont besoin d'être vraiment encadrés. On est quand même un peu ravis que le confinement soit terminé, parce que là pour le coup, cette période-là, aujourd'hui, elle est assez charnière. Il faut qu'on recrée un collectif en présentiel, ne serait-ce que pour voilà, réamorcer les pompes, redonner de l'énergie, se la transmettre, voilà, voilà, se la transmettre et refaire passer l'énergie, même si les gens sont vraiment très, très restent focus et plein de bonne volonté. Le physique est quand même important. À un moment donné, on peut pas, voilà, on peut pas. Il faut les aider. Moi, je pense qu'on est sur une ligne de fragilité aujourd'hui. Dans un contexte où on attend beaucoup des entreprises, donc ça définit une Oui, responsabilité oui, qui est tout à importante, fait. bien sûr. Bah, écoutez, merci beaucoup, tout ça a été très intéressant, et je crois que ça conduit à la fois à peut-être avoir des constats très, très, très pratiques, très, très empiriques de ce qu'on est en train de vivre, peut-être des éléments de réflexion aussi, à la fois des éléments d'attente de la part des salariés, des évolutions de la société, l'entreprise bien évidemment évolue dans la société. Moi, je dirais peut-être pour conclure, tout ce qu'on vient de dire là fait état de disparités de plus en plus importantes, hein. On les a évoquées, avec des profils d'équipes, de salariés, d'expérience du travail, pour reprendre le terme de Stewart, qui sont extrêmement variés, et en même temps la nécessité d'avoir d'une certaine manière une colonne vertébrale, quelque chose qui puisse fédérer une entreprise. Et si on devait conclure, je pense qu'on peut, et on doit conclure, c'est peut-être toute l'histoire des entreprises. C'est-à-dire, dans les travaux qu'on a pu faire, on constate qu'une entreprise qui est petite au départ et puis qui devient grande, qui a une véritable croissance, qui devient une entreprise de taille nationale, voire internationale, c'est une entreprise qui conjugue à la fois de la pérennité et puis en même temps une capacité d'adaptation en permanence. C'est peut-être là une nouvelle histoire de cette grande saga depuis le 19e siècle qu'on voit se mettre à jour. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des forces de mutation qui sont très importantes, avec des publics variés, avec des sociétés qui changent, avec une économie qui change, des business qui changent. On n'a pas parlé de la digitalisation, on aurait pu en faire une journée entière. Et si vous avez tout ça, s'il faut toutes ces mutations, quasiment une entreprise comme un organisme, il faut aussi des choses un peu structurantes. Donc on en a parlé, il peut y avoir des axes de proposition, des axes de nouvelles règles du jeu en entreprise, et c'est très important, mais aussi peut-être une marque forte, mais aussi peut-être des produits qui soient bien identifiés, c'est-à-dire des éléments qui fédèrent, qui rassurent, qui structurent dans un monde en recomposition permanente. Voilà. Écoutez, j'espère que vous êtes encore là et que vous n'êtes pas saisi par la grande démission. En tout cas, c'était un grand plaisir de notre part d'échanger, et puis on espère que ça vous a intéressé aussi, et nous continuerons à réfléchir ensemble d'ici 2025, il nous reste quelques années, aux mutations économiques et sociales, et notamment à celles du travail. Un grand merci à tous et à toutes, et bonne journée.